Bonsoir, merci d'être là. Ouais, je vais vous parler un petit peu de cette pièce. Je vais essayer de la resituer un petit peu en contexte par rapport au sacre du printemps. Et puis, j'avoue que je vais un petit peu improviser, donc n'hésitez pas à me poser des questions sur le moment. Il y aura une dizaine de minutes, je pense, dans une demi-heure pour des questions. Mais s'il y a des choses qui vous viennent spontanément, interrompez-moi. Voilà, merci en tout cas d'organiser cette discussion et surtout du passage, de nous accueillir. On a passé 2 magnifiques semaines de résidence ici pendant les vacances de Pâques. C'était une chance de pouvoir profiter de cette petite salle et du plateau pour finaliser cette pièce. On a mis 4 semaines avant à la travailler en studio. 2 périodes de 2 semaines depuis fin février. Voilà, donc 6 semaines en tout de création. Il y a 8 danseurs, danseuses sur scène. Et puis on est, voilà, je dirais, une petite quinzaine de personnes dans l'équipe, entre moi qui est chorégraphié, Héloïse Marcacci avec qui on monte la compagnie, qui s'occupe avec moi de cette création dans son ensemble, voilà, etc. Donc c'est une petite équipe, mais on arrive au bout et c'est, voilà, peut-être vous l'avez déjà vu, peut-être vous la verrez, peut-être vous la verrez pas. En tout cas, on est très content de la présenter ici. Voilà, en fait, cette pièce, elle est mythique, ce sacre du printemps, il est impressionnant de par son histoire, de par sa force. Donc ça a été créé en 1913 à Paris par les ballets russes, comme vous le savez peut-être. C'est une pièce qui a été très controversée à sa sortie. Elle a été jouée 5 fois dans sa version originale. C'est très peu pour une pièce qui avait cette ambition-là. Vous pouvez me dire que c'était un flop chorégraphiquement, et puis c'est resté, je pense, ça a participé au mythe parce que la pièce d'origine on l'a perdue, elle est complètement, voilà, elle est aux oubliettes. On a des reconstitutions qui ont été faites mais qui sont complètement partielles. Et elle marque une rupture entre une danse beaucoup plus traditionnelle, classique, plus esthétisante si on veut, avec des mouvements plus gracieux, plus aériens. En fait, je pense vraiment ce qui définissait la danse à ce moment-là, c'était quelque chose de très léger, la ballerine sur pointe, et puis le sacre du printemps qui arrive et qui bouleverse tout ça avec des mouvements dans le sol beaucoup plus durs. Et je pense qu'il y a eu des pièces qui marquaient la modernité, enfin qui s'inscrivaient dans cette modernité au début du XXe siècle, mais qu'on n'a plus tellement aujourd'hui. Il y a des Marie Wigman, enfin d'autres choses d'avant-garde allemande, et le sacre du printemps, pour le coup, pour moi c'est ce qui a toujours été symptomatique et symbolique de cette rupture qui mène à la danse contemporaine et qui va finalement découler vers une danse beaucoup plus expressive, qui parle à l'émotion finalement, à la pulsion même humaine, plus qu'à embellir finalement, plus que des histoires de princes, de princesses qui sont, voilà, enfin, un petit peu Walt Disney si je schématise, mais globalement le lac des cygnes, Casse-Noisette, les sylphides, enfin tout ça c'est quand même des choses très édulcorées, enfin voilà, c'est aussi très bourgeois si on veut bien, c'est des nobles, enfin, c'est des princes, des princesses qui sont représentés. Dans le sacre du printemps, on prend complètement le contre-pied de ça. Traditionnellement, c'est des paysans en fait, finalement, qui se livrent à un rituel païen. En gros, il n'y a pas tellement. Hello. Il n'y a pas tellement d'histoire aussi. C'est un petit peu ça qui, là aussi, je pense, qui a bouleversé le public au début du XXe siècle. C'est peut-être cette absence de narration, pas vraiment absence, mais en tout cas ça raconte finalement un rituel. Donc c'est une suite de danses en l'honneur du dieu de la terre et de la fertilité, avec le sacrifice d'une vierge. Bien sûr, c'est quand même en soi une histoire, mais il n'y a pas vraiment un déroulé dramaturgique comme typiquement comme dans les pièces qui avaient été faites tout au cours du siècle précédent et jusqu'au début du XXe. Je pense que c'est ce qui fait que c'est une pièce qui est aussi très largement reprise aujourd'hui, parce que les chorégraphes sont moins cantonnés dans une histoire, même si bien sûr que Gisèle continue d'être repris, etc. Mais le sacre du printemps offre une marge, j'ai l'impression, de réinterprétation qui est immense. Et la musique est très intemporelle en fait, d'une certaine manière. Elle a une telle force et une telle puissance moi j'ai l'impression qu'elle évoque, je ne sais pas si elle est belle ou je ne sais pas si j'apprécie en fait véritablement cette musique, mais en tout cas c'est sûr, c'est qu'elle elle me porte. Et alors à force de l'écouter, je pense que je l'apprécie. Bon, je commence un peu à avoir trop entendu, mais non, mais c'est pas facile comme je trouve que c'est une œuvre qui est viscérale, vraiment qui va très bien dans cette histoire finalement de rituel, parce qu'il y a quelque chose de presque de transcendantal dans ces répétitions, dans ces choses qui... Enfin voilà, c'est tous des points qu'on a explorés aussi pendant le processus de création de Sacre.
J'en parle parce que c'est des choses, en fait, traditionnellement sur l'évolution du sac du printemps. En fait, cette notion de groupe, typiquement de rituel, c'est quelque chose qui revient souvent. Je ne dis pas que toutes les versions du sac étaient en groupe, il y a des versions groupe, un seul interprète, mais globalement, les versions qu'on retient quand même, la plupart du temps, c'est cette notion de groupe, quand même cette notion de force qui s'exprime. Dans la version de Nijinsky en 1913, qu'on a perdu, comme je dis, mais on a quand même des traces de ce que ça pouvait être. Dans la version de Béjart, qui est le premier à l'avoir repris à la fin des années 60, donc quand même 50 ans plus tard, plus de 50 ans plus tard, c'est énorme. Et puis Pina Bausch, 10 ans plus tard, qui est encore la version peut-être la plus connue du Sacre du Printemps, ou en tout cas une de celles qui sont les plus jouées, et puis tous les chorégraphes finalement depuis, en 2013, pour les 100 ans du Sacre, ils répertoriaient 1000 versions répertoriées, donc c'est pas, je sais pas si celle-ci elle s'est répertoriée, mais donc 10 ans plus tard, je sais pas à combien on est, mais ouais, c'est une des œuvres les plus reprises. Cette notion de groupe, je pense, c'est un des dénominateurs communs. Et il y a souvent aussi une opposition homme-femme due à la version originale, où il y a vraiment le clan des hommes, le clan des femmes qui s'affrontent. Moi, j'essaie de reconsidérer un petit peu ça. Il y a des garçons, il y a des filles, il y a des hommes, des femmes sur scène. Je ne pense pas que les interprètes sont cantonnés à leur genre, ne serait-ce que par les habits, ne serait-ce que par la manière de bouger. Voilà, moi j'ai essayé de les emmener vers quelque chose d'un mouvement qui est assez organique, qui est assez agréable. Là aussi, je pense que ça prend un petit peu le contre-pied du Sacre du Printemps original, pas de toutes les versions, mais des témoignages qu'on en a, des premiers interprètes, c'était très douloureux pour le corps, on était très dans les en-dedans, enfin des rotations, des articulations, c'était des impacts dans le sol, énormément, c'était dur pour le corps. Je ne pense pas qu'eux étaient mécontents de l'avoir dansé que 5 fois, mais voilà, moi j'essaye dans cette pièce, dans les autres aussi, je pense, mais d'avoir un mouvement qui est peut-être plus organique, plus rond, et je pense qu'il est exigeant, mais à terme, il doit être agréable pour le corps. Et dans ce que je veux montrer, ce que je veux dire ici, je pense que c'est important de le mentionner parce que, comme dans d'autres sacs du printemps, il y a une forme de don de soi et d'exutoire. Je pense que là, on n'est plus dans le sacrifice d'une personne, mais dans une forme de sacrifice collectif. Et pour aller jusqu'à ce point, peut-être d'épuisement, moi j'ai l'impression que c'est important d'aller dans quelque chose qui fait du bien. Et quand on voit souvent des rituels ou des mouvements de transe, les personnes en fait, reprennent dans des choses qui sont rondes, en fait, dans des choses qui vont aux articulations, et c'est à travers ça qu'ils s'épuisent. C'est un peu de cette manière-là que j'ai essayé de chorégraphier la chose. Donc voilà, c'est cette opposition homme-femme, comme je disais, un petit peu en contre-pied par rapport à ce qui s'était fait avant. J'ai l'impression, en tout cas les versions principales, il n'y a pas de sacrifice, en tout cas pas d'une jeune femme. Et puis souvent dans les versions que j'ai pu voir aussi, il y a peut-être dû à la distinction homme-femme, mais une sexualisation des femmes assez évidente, une fragilisation déjà des femmes et puis une sexualisation. Moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu de sensualité dans mon mouvement, mais j'ai l'impression que ça fait partie de cette organicité. C'est jamais dans le but de sexualiser. Il y a du moi non, je ne vais pas dire ça. Non, il y a du demi-nu à la fin, je ne sais pas si c'était la peine de le dire. Pour moi, ce n'est pas quelque chose de sexualisant, il y a une forme de libération finalement du corps. Et c'était important, peut-être aussi aujourd'hui en 2023, mais de réfléchir en fait à ces questions-là de genre, presque de hiérarchie, parce que dans les versions précédentes, les hommes, il y a un rapport de domination clairement de l'homme sur la femme, enfin, des hommes sur les femmes. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai envie de re-questionner et de désexualiser tous ces corps. Ça n'empêche pas qu'ils soient beaux, ça n'empêche pas qu'ils puissent être enviables ou désirables peut-être sur scène, j'en sais rien, mais en tout cas pour moi, ils sont pas sexualisés. Et je pense que c'est ces 3 points-là qui m'ont finalement conduit ou conforté dans l'idée de proposer une énième version du Sacre du Printemps, parce que c'est vrai que depuis quelques années que j'y pense, que c'est une pièce qui est importante pour non seulement pour l'histoire de la danse, mais je pense pour moi aussi.
J'ai fait mon travail de bachelor dessus à la fin de l'université, j'étais en histoire de l'art, et c'est vrai que c'est aussi une pièce qui, comme ça, qui fait le pont entre plusieurs périodes artistiques, alors au niveau des arts vivants, mais qui est aussi symptomatique de ce qui pouvait se passer dans les arts plastiques. Hein. Ça découle du primitivisme, de l'expressionnisme, de d'autres courants qu'on observe plutôt en peinture, en sculpture, enfin, voilà. Et c'est une pièce qui est tellement puissante, mais dans sa forme originale et dans son contexte finalement original de rituels païens, de la Russie ancestrale, au dieu de la terre, des récoltes avec le sacrifice d'une élue. Je ne voyais pas tellement comment ça pouvait parler finalement à notre époque, et si c'était pour redire ce qui avait été dit plusieurs centaines et milliers de fois, ça m'intéressait moins. Et voilà, je pense que pendant peut-être cette période aussi de pandémie, ouais, des fois on ramène un peu trop à ça, mais il y avait quand même cette idée quand même d'avoir envie d'être ensemble, de faire la fête. Et mon idée de base par rapport à cette pièce, c'était, j'avais le sac du printemps dans un coin de ma tête en disant, bon voilà, un jour j'aurai peut-être la lumière et j'aurai l'idée qui fait que j'aurais envie d'apporter quelque chose de nouveau. Et puis il y a pas mal de pièces qui se sont faites récemment, La Horde à Marseille, Gisèle Vienne, avec des DJ sur scène, et puis des gens qui expriment, qui dansent en fait, vraiment jusqu'à l'épuisement. Voilà, ça s'est un petit peu matché, et je trouve que le sac du printemps s'y prête assez bien. Alors après, il y avait le défi de comment démocratiser presque cette musique, encore une fois, qui est exigeante, qui n'emmène pas forcément les interprètes vers une forme de danse spontanée, alors une forme de trance peut-être, de dépassement de soi, de rythme, mais c'est pas quelque chose de dansant fondamentalement. Et j'ai tenu à garder la musique originale de Stravinsky dans une version de Simon Rattle du Philharmonique de Berlin, donc une version assez classique, dans le sens de cette œuvre, mais telle qu'elle. On n'a rien rajouté, on n'a rien enlevé. Et le défi, finalement, c'était de modifier complètement l'univers que cette musique exprime, et ce côté justement très primitif. On n'est pas tellement dans quelque chose d'animal dans les corps, dans quelque chose de pulsionnel, mais de très humain, j'ai l'impression. Et voilà, de modifier le contexte autour de cette œuvre, ça a été pour moi un gros défi, mais j'ai tenu à respecter la partition comme d'autres au théâtre veulent respecter le texte, même si parfois il y a des répliques, on ne sait pas tellement quoi en faire. Et voilà, là il y avait des passages aussi qui étaient. En fait, pour rien vous cacher, on vient de changer encore quelque chose par rapport à la représentation d'hier. Il y avait un petit passage que je trouvais qu'il devait continuer à. Voilà, et on l'a changé. Ce soir ce sera différent, peut-être demain ce sera différent. Enfin, il y a des choses qui apparaissent très vite, très, très fortes et très évidentes. Et puis il y a des choses, on ne sait pas tellement quoi en faire. Alors des fois c'est aussi là qu'on trouve les plus belles possibilités. Hein. Je ne dis pas du tout que c'est à jeter, mais enfin en tout cas j'ai vraiment pas voulu couper dans la musique et faire avec les ruptures, faire avec tout ce que ça contraint finalement aussi d'une certaine manière, mais tout ce que ça offre comme possibilité. C'est une musique qui n'est pas évidente, peut-être, vous la connaissez très certainement, mais elle est vraiment faite d'énormément de ruptures. C'est difficile d'instaurer une dynamique dessus parce qu'elle casse tout le temps et elle passe de quelque chose de très frontal, de très brutal, à quelque chose de beaucoup plus mélodieux, de beaucoup plus lyrique entre guillemets. Et ça se compte jamais en 8, ça se compte en 7, 12, 4, 3, 15, 8, à nouveau, 7, 2, bien sûr qu'elle est structurée, elle est décorticable, mais c'est un boulot énorme. Et moi, c'est pas le chemin que j'ai eu envie de faire pour ça. Bien sûr qu'il y a des comptes, il y a des choses, mais voilà, appréhender cette musique, c'était pas évident, mais malgré tout, encore une fois, j'ai tenu à la maintenir. Et je pense que c'est aussi, déjà par respect pour l'œuvre, et puis par défi, peut-être. Voilà. Pour parler de cette musique, parce que je pense que c'est important dans la manière dans l'univers dans lequel j'ai emmené un petit peu les interprètes. À la base, donc Stravinsky a composé ça en 1912-1913. Le sac du printemps, c'était vraiment une œuvre globale, donc avec danse, musique et décor, costumes compris. Donc les trois initiants, Nijinsky à la chorégraphie, Stravinsky à la composition musicale, et puis Nicolas Roerich qui était un petit peu plus âgé que les autres. Stravinsky et Nijinsky avaient moins de 30 ans à l'époque. Nicolas Roerich qui a fait les décors, les costumes, il était ethnologue, historien, c'était un russe comme les trois autres. Et puis lui, je pense qu'il avait une version un peu plus ethnographique de cette pièce, avec de représentation finalement de ce qu'était un rituel païen d'une Russie ancestrale, et puis de l'amener finalement sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées à Paris, enfin de le visibiliser finalement, mais en tout cas de donner à voir cette culture qui était la sienne et qui lui était chère. Les autres étaient, je pense, un peu plus libres dans leur tête et dans leur
dans leur création, mais n'empêche que Stravinsky, pour cette composition, il a été pioché dans des mélodies folkloriques slaves et particulièrement lituaniennes qu'il a superposées. Entre autres, il n'a peut-être pas fait que ça, mais en tout cas, il y a beaucoup de moments où en fait, on a vraiment une authenticité par rapport à sa pièce, et encore une fois sur ce qu'il a, sur son origine et sur ce que ça représente. C'est pas toujours une seule mélodie, et c'est pas un enchaînement de mélodies, mais comme je disais, c'est des superpositions, un petit peu comme un DJ aujourd'hui pourrait superposer des musiques en boîte de nuit, et avec des ruptures aussi, parfois assez directes, alors pas forcément en termes de dynamique, mais en termes de mélodie. Enfin, ça passe. Voilà, sauf erreur, la naissance du DJing, c'est parce qu'au-delà de 40 secondes de musique, ils devaient payer des droits d'auteur, donc ils engageaient des gens pour passer moins de 40 secondes, ça passait toujours d'un truc à l'autre. Et voilà, après, bon, ça c'est un petit peu évolué, mais il y a presque, pour moi, il y a quelque chose qui est un petit peu, comparé avec la partition de Stravinsky, où c'est ce sont de mash-up de plein de mélodies. Voilà, je suis pas musicien, peut-être que vous le savez mieux que moi, mais en tout cas, il y a cette dimension-là. Et je ne sais pas dans quel univers exactement on est dans ce sacre, mais on n'est peut-être pas loin d'une boîte de nuit ou d'une ballroom, enfin de quelque chose de festif, de célébratif, un endroit où on célèbre. Et pour moi, du coup, ce petit écho faisait sens aussi je pense de se libérer aussi un petit peu de ces structures parfois contraignantes de la partition, parce que déjà j'ai pas la capacité de la décortiquer. Alors j'aurais pu faire le travail, j'aurais pu demander à quelqu'un, mais comme je disais, il y a quelque chose de tellement fort et de tellement pulsionnel à l'intérieur de ça que ça ne m'intéressait pas d'aller décortiquer chaque note. Pour moi, c'est un peu comme vouloir expliquer un Pollock. Alors bien sûr que Stravinsky n'a pas jeté des notes au hasard, d'accord, comme Pollock peut jeter de la peinture, mais pas au hasard non plus. Mais en tout cas, ça ne faisait pas tellement sens pour moi en tout cas, dans cette chorégraphie-là. Elle est vraiment cherchée dans les moindres détails pour matérialiser presque la musique sur scène. C'est pas tellement lié parce que je pense que ce côté expressif est plus fort et que vous verrez aussi dans les ensembles, il y a des moments où les interprètes sont ensemble et des moments où il y a des ensembles et ils ne sont pas ensemble véritablement, enfin en tout cas pas au millimètre. Et je trouve que c'est très bien comme ça, il y a une forme, encore une fois, de spontanéité, je pense, et l'ensemble il se fait dans l'élan, dans l'énergie commune, plus que exactement dans l'angle du bras et exactement au millimètre près dans l'inclinaison du corps, etc. Il y a quelque chose peut-être de plus naturel. Voilà. Là aussi, si je compare au Lac des Cygnes, on n'est pas du tout dans cette uniformisation des corps, aussi, qui a été pas mal traitée, mais sur la version de Béjart, les corps sont assez uniformes quand même. C'est pas du tout quelque chose, c'est toujours très beau, je trouve que c'est magnifique quand c'est bien fait, mais c'est pas du tout ce qu'on a recherché ici. Chaque interprète dès le départ est très différent, et le but c'est qu'ils restent dans leur manière de danser et d'exprimer cette pièce. Alors c'est les mêmes mouvements, c'est les mêmes consignes, mais c'était important qu'ils prennent une énergie commune et pas forcément un mouvement véritablement commun. Voilà. Après ça, c'est ma manière, je pense, de traiter les ensembles, là aussi, pas que pour cette pièce. Je trouve que c'est beau quand il y a toutes ces variations d'un corps à l'autre, parce que tous les corps sont différents, et je pense que c'est aussi important de respecter, plus que de respecter, en fait, de mettre en valeur les différences. Il y a des personnes qui ont des dos beaucoup plus ronds, il y a des personnes qui ont de la mobilité dans les épaules, et en fait, voilà, il y a toutes ces choses-là qui font qu'on ne danse pas tout à fait la même chose. Et mon idée, c'était pas d'uniformiser, de faire rentrer les gens dans un moule unique, c'était à travers mes pas, comment eux-mêmes pouvaient se révéler, et ensuite pouvoir éprouver cette chorégraphie, évidemment ensemble, mais aussi à leur manière. Voilà, il y a des questions jusque-là? Tu es vite ou ça va? Non, ça va? Très bien. Ouais. En fait, comment vous avez construit la chorégraphie? Quel est le fil conducteur qui vous a guidé? Est-ce que c'est l'histoire? Vous avez vu que c'était pas trop la musique? Non, oui. Non, bien sûr, c'est la musique. C'est un ensemble de différentes choses? Ouais. Alors déjà, je trouve que quand on est une pièce, il y a toujours la question de savoir est-ce qu'on regarde tout ce qui s'est fait avant, est-ce qu'on s'inscrit dans cette continuité ou pas. Moi j'avoue que comme j'ai fait mon travail de bachelor il y a quelques années là-dessus, sur le Sacre du Printemps, donc j'ai pas eu la patience d'en voir des dizaines, parce que voilà. Non, mais je me suis quand même pas mal renseigné un peu sur qu'est-ce qui caractérisait les différentes versions.
mais je les ai vus tard. C'est-à-dire que la chorégraphie, il y a des, comme je dis, il y a des moments en écoutant la musique, oui, moi je suis quand même partie de la musique, mais pas plus de l'ambiance musicale, des différentes successions plutôt que de vraiment de la partition exacte. Ouais. Après, il y a des moments où je savais que là il y aurait une chorégraphie de groupe plus ou moins serrée, là il y aurait un moment plus doux, j'en sais rien, là il y aurait une chorégraphie de groupe plus ouverte, là il y aurait un moment de duo, etc. Et puis une fois que j'avais une vue d'ensemble, après j'ai codifié les pas finalement, de telle sorte que quand on est entré en studio le premier jour, j'avais déjà toute la structure et les pas dans ma tête. Alors après, ça a bien évolué en fonction de ce que allait apporter. Hein. On a beaucoup transformé, il y a beaucoup de choses qui viennent aussi des interprètes, mais la structure était déjà bien établie. Ouais, c'est souvent quand on s'y attend le moins, je trouve qu'il y a des choses qui naissent. Alors ça s'est pas fait, ça fait de manière un peu désorganisée, c'est-à-dire que la fin est peut-être arrivée avant le milieu. Enfin, je savais qu'il y aurait une partie, tel type de partie à tel moment. Je savais que je voulais un petit groupe déjà d'interprètes, comment jouer en fait avec le nombre. Et puis ensuite, une fois que j'avais un peu une vue d'ensemble, justement, une sorte j'ai quand même regardé quelques versions pour en fait simplement pour voir ce qui s'est fait, puis parfois aller plus loin. J'ai rien changé, je pense, en les regardant, mais c'est vrai qu'il y a des moments où typiquement la ronde des adolescentes, qui s'appelle comme ça dans le morceau, je crois que c'est le 4e ou le 5e mouvement de la première partie. Il s'appelle comme ça, le ronde des adolescentes, et puis fréquemment il dessine un cercle sur scène, les interprètes, et puis moi en tout cas ça matchait assez bien avec là où j'en étais dans la pièce, un moment beaucoup plus doux, et puis du coup, effectivement, il marche dans l'espace, ça fait pas un rond véritablement, graphique, mais en tout cas, il y a cette idée quand même de cercle. Il y a 2-3 petites touches comme ça qui s'inscrivent, je dirais, dans la continuité du cercle, mais je crois pas qu'il y a besoin de connaître par cœur ni la version originale, ni les versions suivantes pour repérer ça. Après, voilà. Moi, des fois, ça m'a aidé aussi à me structurer, aussi peut-être d'avoir quelques repères, où j'en étais, parce que c'est pas une œuvre qui est longue, hein, c'est 35 minutes, le Sacre du Printemps, ça dépend des versions, entre 33 37, ça dépend. Pour moi, c'était trop peu pour un spectacle. Donc, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Non, J'allais vous poser la question. Ouais. Non, mais j'allais venir sur un truc qui était intéressant, mais je allez-y. Non, mais justement, comment vous est venue l'idée en fait de ces autres parties musicales ajoutées, et puis aussi de ce mouvement de pause au milieu. Ouais. Alors donc c'est ce mélange. Ouais. La partition se divise en 2 parties qui montent un petit peu en gros en crescendo, puis après ça redescend un petit peu au début de la deuxième partie, puis ça remonte en gros avec sa variation. Mais on n'a rien rajouté comme je vous disais avant. On n'a rien enlevé comme note, par contre on a un petit peu étiré des passages, un peu comme des chewing-gums. Il y a des moments où on a pris tel quel, et des moments où on a un peu étiré des notes, parce que je trouve que des fois c'est beau de jouer aussi avec des pseudo-silences. Alors des fois c'est juste une note qui s'étire, qui fait comme une sorte d'effet d'acouphène un petit peu. Il y a des silences dans la partition, il y a des silences qu'on a étirés, mais globalement c'est les notes de Stravinsky. Puis, moi, c'est vrai qu'il y a des moments de pause où je pense que pour les interprètes et pour le rythme de la pièce, où j'ai besoin que ça se pose, en tout cas musicalement, que ça s'apaise. Et il y a certains moments en fait, s'y prêtaient très bien, et on a simplement étiré cette partition. Mais donc en fait, finalement, au lieu de 33, peut-être qu'elle fait 37 minutes, c'est pas énorme. Hein. Et c'est pas toujours les moments de pause qui sont les plus doux pour le corps. Il y a des moments de presque silence où eux ils éprouvent beaucoup. Il y a des fois aussi ces contrastes-là entre musique et danse. Et puis j'ai rajouté une forme de prologue au début. Avant le sac, peut-être une sorte de mise en contexte. Je trouvais que c'était... Voilà, je sais pas, j'avais envie de cette chose-là pour permettre un petit peu au public de rentrer dans l'œuvre. Quelque chose d'assez doux, peut-être aussi pour créer une rupture avec la pièce qui est quand même globalement très énergique. Dès le départ, c'est brutal, quoi. Et voilà, ça permet, je pense que ça permet un petit peu de rentrer dans la pièce. Voilà. Et puis ensuite, ces deux différentes parties, il fallait, en fait, quand j'ai un petit peu pensé cette pièce,
il y a une partie en fait avec des costumes un petit peu plus conventionnels, une partie avec des costumes un petit peu plus excentriques sur la musique, j'entends. Hein, et je pense que c'est des choses qui se ressemblent dans la danse, et les deux parties, bon, il y a un petit peu des choses qui résonnent de l'une à l'autre, mais globalement j'essaie quand même d'avoir quelque chose d'à peu près complet, enfin en tout cas un début et une fin à chaque partie. Et ouais, il y a de sorte que ça puisse aussi permettre un peu de relâcher. Ce sera un petit peu pour l'intensité, parce que bon, la fin de la première partie est de façon tellement puissante qu'il y a besoin de relâcher. Mais voilà, puis après, c'est toujours la question aussi comment relâcher sans que ça retombe, sans que le soufflet retombe. Enfin, voilà, et en fait, typiquement, la partie qu'on a changée tout à l'heure, où moi j'avais l'impression qu'il y a un petit moment que ça. Ouais, je sais pas, c'est comme s'il y avait un petit monde creux. Et il y a des creux qui sont voulus, puis celui-là, j'ai l'impression que c'était un creux qui était un peu plus subi. Donc voilà, mais c'est une pièce qui évolue et on a la chance de la jouer ici 6 fois. On a eu 3 scolaires avant et c'est ça ce qui est super. À partir du moment où on est confronté véritablement au public, on fait tout ce qu'on peut en studio, on répète, en théâtre, et puis au bout d'un moment, avoir le public, c'est une étape en plus et on voit d'autres choses et on perçoit la pièce aussi différemment, je pense. C'est des choses vraiment qui évoluent et si on a la chance de la reprendre plus tard, je pense qu'elle continuera d'évoluer, mais voilà, rien n'est jamais fixe en fait, au final, que ce soit à part la musique, finalement. Puisque tu évoques les scolaires, c'était un choc magnifique pour vous, pour nous, de voir à quel point les élèves ont été touchés par cette pièce, des personnes qui ne connaissaient pas la danse contemporaine. J'ai eu des lettres qu'ils ont envoyées, que j'ai envoyées. Et est-ce que tu peux peut-être nous dire ton étonnement ou ta rencontre avec, effectivement, en plus c'était vos premières confrontations, si je puis dire, avec le public. Ouais, exact. Et qu'est-ce que, tu parlais de la rencontre des adolescentes, qu'est-ce que tout à coup, ce son-là vous a communiqué comme émotion de les entendre réagir à votre travail? Bon, c'est vrai que je pense que déjà c'est une musique et c'est une pièce qui prête à réagir. Moi, j'avais pas fait beaucoup de scolaires avant. Je pense pas que j'appréhendais, mais en fait, j'étais tellement moins turbulent à l'école que je me suis dit, bon, s'ils sont tous comme moi, ça va être l'enfer. Et en fait, j'ai l'impression que les profs se sont excusés 1000 fois des élèves qui parlaient. Moi, je trouvais qu'ils étaient exemplaires, enfin, ils étaient super chauds. Alors, après, oui, ils étaient vivants, mais en fait, ça n'a pas du tout dérangé, à mon sens, la pièce. Donc, déjà, pour moi, il y a eu un étonnement, mais très positif dans leur écoute et dans leur manière d'appréhender et de vivre cette expérience-là. Le début est assez lent et en fait dès le début au début c'est du noir, tout est noir donc ça chamaillait un petit peu, mais à partir du moment où ça commence ils étaient avec nous et moi je trouve qu'ils nous ont pas lâchés. Alors voilà, c'est pas une pièce qui est longue, c'est 50 minutes, mais j'ai trouvé que du début à la fin ils étaient avec nous. Il y avait des plus petits, des plus grands. Je pense que les plus jeunes devaient avoir une dizaine d'années, les plus grands une quinzaine. Voilà, c'est des publics différents, mais j'ai l'impression que c'est une pièce quand même qui peut parler à pas mal de monde, et c'est pour ça qu'on a voulu faire des scolaires, parce qu'au-delà de l'intérêt pour l'œuvre, qui est un intérêt artistique et historique, le Sac du Printemps en général, historique qui est considérable, mais je pense que cette manière, peut-être que pas toutes les manières de traiter le Sac du Printemps s'adressent nécessairement à des élèves. Je pense que celle-ci peut s'adresser, déjà parce qu'il y a quand même des phrases d'ensemble, et il y a quand même des moments qui malgré tout, entre guillemets, charment l'œil finalement, sont visuels, donc des personnes qui j'ai l'impression qu'ils ne connaîtraient pas tellement la danse, ou qui trouvent quand même un petit peu leur compte. C'est important aussi pour moi d'être accessible, pas que un public de connaisseurs ou connaisseuses. Voilà. Et puis les enfants, c'est un très beau défi parce qu'ils sont hyper honnêtes et en fait, les interprètes, j'ai l'impression qu'ils ont assez bien vécu ces réactions parfois qu'ils pouvaient avoir très spontanées. Ça leur permettait de rebondir. Et comme première confrontation au public, moi il y a beaucoup de choses où j'aurais dit, mais hier soir, avant-hier soir, je voudrais certainement que le public sera beaucoup plus calme, mais en fait, faites comme vous avez fait avec les élèves. C'est une pièce qui est assez frontale, c'est vrai, il n'y a pas tellement. On s'adresse au public, c'est un choix. Et les élèves parfois turbulaient un peu, mais en fait ils avaient un truc où quand ils fixaient les élèves,
ils se taisaient, mais vraiment c'était très, j'ai dit, absolument pareil avec les spectateurs, c'est important que vous les preniez, mais presque que vous les preniez à la gorge en fait d'une certaine manière et que ça, enfin que ce soit, il y avait cette force-là, je trouve, de conviction. Et c'est pas du tout violent, c'est simplement que c'est convaincu, c'est affirmé. Et ça, typiquement, le fait d'être confronté à des jeunes, ça a aidé, je pense, à ressentir ce côté-là de jeu, en fait, de jeu très direct avec le public, et de rebondir sur des réactions et de s'enrichir aussi parfois. Peut-être qu'ils ont aussi été rassurés à certains moments qu'il y avait une réaction là où il était censé y en avoir, alors même si parfois le public le montre moins, mais voilà, ça peut quand même s'exprimer et ça peut revenir un tout petit peu comme un match de ping-pong. Les enfants renvoient plus facilement la balle. Voilà, certains adultes le font aussi très bien. Donc ouais, non, c'était super intéressant. Alors, les élèves, moi j'ai pas encore lu toutes les, enfin il y en a qui sont arrivés aujourd'hui, des petits mots, mais je me réjouis. Je crois que ça décomplexe un peu l'œuvre en fait aussi parfois, et ça décomplexe ce qu'on fait. Ça revient un peu à un niveau de simplicité qui est, je pense, parce qu'en fait c'est très exigeant quand même ce qu'ils font sur scène. Ils ont beaucoup d'indications, ils ont cette musique qui est complexe. Même s'ils ne sont pas toujours exactement, parce que je ne cherche pas que ce soit sur les comptes, mais quand même, ils savent toujours exactement où ils en sont dans la pièce. Et il y a beaucoup de pas, pas toutes les pièces de danse contemporaine sont autant sollicitantes pour la tête. Et voilà, ça permet, j'ai l'impression, d'avoir des élèves, en fait, de revenir à quelque chose de plus spontané, en fait. C'est ça. Voilà. Je me souviens plus que ce quoi j'avais commencé avant, je m'étais promis que je rebondirais, mais... On avait parlé des musiques. Ouais, pas de musique. D'abord, créer des suspens, des étirements, des notes. Ouais. Voilà. Ouais. Comment tu inscris ce spectacle dans ton parcours? Est-ce que ça fait écho? Est-ce que c'est une partie d'une évolution dans les pièces sur lesquelles tu bosses? Est-ce que ça fait écho? Est-ce qu'il y a des choses qui se retrouvent? Ouais, moi je pense que le gros point commun c'est la gestuelle. Alors la pièce précédente que j'ai faite est beaucoup plus dans une forme de lenteur, de dilatation du temps, et j'ai l'impression que là on est moins là-dedans, il y a évidemment plus de suspension, mais en fait c'est simplement ce mouvement très rond. Je parlais du mouvement dans la terre qui était caractéristique du début de la modernité en danse, c'était le sac du printemps en particulier dans la version de Nijinsky. Maintenant dans ce contemporaine c'est très établi, on prend vraiment, on s'enracine, le centre de gravité est beaucoup plus bas, il y a quelque chose de beaucoup plus dense versus quelque chose de très vertical, quelque chose de beaucoup plus horizontal peut-être aussi dans les corps. Et ça se retrouve, moi c'est déjà depuis pas mal de créations que je travaille de cette manière-là. Il y a quelque chose dans le sol en fait, j'ai l'impression, avec peu de sauts, il y a des jambes qui se lèvent, mais c'est surtout en fait vraiment comment les pieds articulent au sol. Il y a peu de fois les pieds décollent du sol véritablement, alors ils glissent, ils pressent, ils s'appuient, etc. Mais c'est toujours très dans la terre. Et souvent une indication que je donne aux danseurs, c'est en fait comme si eux malaxeraient le sol, comme de la pâte à modeler, vraiment comment est-ce qu'ils pourraient modeler le sol et comment le sol en retour modèle et articule leur corps. Ça c'est déjà une gestuelle, une qualité de mouvement que j'avais dans des niveaux différents, mais que j'ai pu explorer, exploiter. Et encore une fois, ce côté plaisant, je pense, du mouvement. Alors, c'est très personnel parce que ce qui est agréable pour moi n'est pas forcément pour d'autres, mais j'ai l'impression, et si vous demandez aux interprètes quand même, qu'ils ont du plaisir à danser cette pièce, dans le sens qu'au corps ça doit être agréable. Et quand il y a des moments, je pense, qui pour moi sont plus brutaux ou moins confortables, encore une fois c'est pas facile, mais ça doit être confortable. On trouvait d'autres moyens, parce que je pense que c'est important que... Voilà, mais c'est comme un grand 8 en fait. Il y a des moments où c'est très intense, mais il n'y a jamais de rupture, sinon ça doit quand même, ça doit être rond toujours, et ça va loin. Et pour aller plus loin, je pense qu'il faut avoir envie, pour avoir envie d'aller plus loin, il faut se sentir à la fois à l'aise et confortable dans ce qu'il danse. Mais après, ça peut s'exprimer de mille manières, et je pense que c'était la chance de pouvoir danser au passage aussi qui m'a motivé à faire une pièce de groupe. J'en avais déjà faite, mais c'est compliqué à mettre en place une pièce de groupe, financièrement déjà, et puis logistiquement, c'est plus compliqué qu'un duo, qu'un trio, qu'un solo.
Et c'est vrai que là, la chance de pouvoir danser ici, déjà au niveau des aides, enfin des subventions bêtement, mais ça donne une sorte de reconnaissance, de crédibilité. Et puis, comme je disais, c'est ça que du printemps, je le voyais quand même en groupe. Donc, je me suis dit, allons-y, en fait, on va essayer, on va tout faire pour profiter de cette scène qui nous est. Que Robert Bouvier m'a gentiment invité à habiller pour la faire à ce moment-là. Mais le contraste, cette pièce, elle contraste pas mal avec la précédente que j'ai faite. Elle contrastera aussi certainement avec la suivante. Voilà, mais je pense que dans l'essence du mouvement, il y a quelque chose de très similaire. Je ne sais pas si je l'explique très bien, c'est difficile d'expliquer un mouvement parce que pour expliquer un goût ou une couleur, je pense que ça se voit ou ça se ressent. Mais voilà. Vous avez d'autres questions? Tu avais volontairement désiré la jouer dans la petite salle. Ouais. Et ce choix, il s'est confirmé pendant les répétitions. Est-ce que tu aimerais une fois te dire, tiens, et si j'apprenais sur un grand plateau, qu'est-ce que ça changerait? Voilà, au contraire, tu parles par exemple des moments de ballroom, de lieu festif, peut-être que cette la proximité avec le public dont tu parlais, de jouer avec lui, et puis le fait d'être quand même assez proches les uns des autres pour le groupe, ça s'est confirmé vraiment pour toi le plaisir de danser dans cet espace-là. Ouais, j'avais envie d'enfermer les interprètes et le public dans un seul espace. Je trouve que la grande scène est beaucoup plus ouverte. Enfin, ça crée des espaces qui sont beaucoup plus grands et qui sont magnifiques selon les pièces, mais pour celle-ci, je trouve que ça s'y prêtait moins. J'avais envie de quelque chose une forme de proximité, d'intimité aussi, qu'on ressent différemment quand on est plus loin. Déjà, parce que visuellement, les corps se dessinent, on perçoit moins les détails, parce qu'on entend aussi peut-être moins les souffles, qu'on entend moins les mouvements de pas au sol, qu'on ressent moins aussi peut-être l'effort parfois, ou les émotions des danseurs qui sont sincères sur scène, pas les émotions qu'ils communiquent, mais vraiment ce qu'ils ressentent, ce qu'ils éprouvent. Et je voyais aussi cette pièce comme une forme peut-être d'exutoire pour les interprètes, mais aussi pour le public. Et je pense que pour créer cet échange, cette intimité, il faut être proche. Et je pense que la petite salle, pour moi, elle est super. Et même, en fait, pour être franc, pendant les répétitions, on était au 3e rang, parce qu'ils nous ont installé une régie assez proche de la scène. Et maintenant, moi je suis en régie donc au 8e rang, en gros derrière le 7e rang, après je me trouve loin. Je trouve que vraiment c'est une chance d'être même au 1er rang, et c'est beau en fait, vraiment cette proximité. Donc c'est vrai que dans la grande salle, moi c'est dommage. Après je peux comprendre, mais c'est un choix quand même vraiment d'être là et d'avoir cette boîte noire qui est peut-être un peu plus grande que le studio, mais finalement on se sent presque enfermés ensemble. Et de vivre ça dans les interprètes, les spectateurs, spectatrices, mais on est tous ensemble finalement. Je trouvais que ça donnait de la chaleur et de l'intimité. Et je pense pas que, en tout cas moi ça m'intéresse pas tellement de diffuser cette pièce dans des espaces trop grands. Alors honnêtement, si on avait 1 mètre de pourtour de scène en plus, ça serait pas volé, mais de là à la grande scène, Et puis on a construit comme ça. Mais c'est vrai que 8 interprètes, ça reste petit, mais c'était très bien. Je trouve que c'est aussi leur job d'arriver à faire grand dans un espace petit. Et c'est réussi, mais en tout cas, ils le font très bien. Mais, voilà. Et puis ça nous permet de jouer aussi plus bêtement. Je sais pas si on aurait eu peut-être 2 représentations dans la grande salle, délicat 2, mais voilà, là on l'a fait déjà 2 fois, on nous en reste 4, comme je dis, elle sera différente d'hier, demain peut-être elle sera encore différente d'aujourd'hui, et c'est vraiment une chance de pouvoir la jouer plusieurs fois d'affilée, donc non, petite salle, c'était clair pour moi. J'ai vu un spectacle dans la grande salle mardi, je crois, Kiss, moi j'ai beaucoup aimé. C'était difficile, le public n'était pas facile. Mais moi j'ai beaucoup aimé cette pièce, et là pour le coup, l'espace, j'ai trouvé qu'il était magnifique. Il y a vraiment ces grandes. C'est immense, pour avoir eu la chance de danser quelques fois sur le grand plateau, c'est vrai que c'est une chance, mais il faut en faire quelque chose. Alors à 8, ils auraient pu prendre la place, mais on aurait construit cette pièce carrément autrement si ça avait été pour le grand plateau. Voilà.
Vous avez déjà vu en fait certains cette pièce ou pas, pas encore? Ouais. Je me demandais si tout le monde venait ce soir. Okay. On voit bien que c'était vous. T'as dit quoi? On voit bien que c'était vous. Ah ouais? Non, voilà, tout ce que vous décrivez, honnêtement, on l'a senti en fait, fortement. Ouais. Et c'était magnifique. C'est gentil. Moi, il y a juste un peu le prologue, je n'ai pas très bien compris le lien, mais pourquoi vous avez fait cette partie qui est quand même assez longue, et je peux comprendre si les jeunes ont réagi un peu peut-être pas dans ce moment-là, parce qu'on est quand même, on regarde avec ses yeux lumineux pendant un bon moment quand même. Ouais, une petite dizaine de minutes, ouais. Je me dis, mais sur les 45 minutes, qu'est-ce qui va rester? La pièce n'aurait pas été plus longue sans le prologue, enfin, en tout cas la partie musicale n'aurait pas été plus longue, donc, mais ouais, je comprends. Bah, c'est un choix. Moi, comme je dis, ça me plaît. Là, c'est pas une pièce qui est très contemplative, ce sacre, cette version que voilà, parce que je trouve ça a été difficile de faire quelque chose de contemplatif sur cette musique. Mais moi, j'aime beaucoup ce qui peut l'être. Et je trouvais que c'était une sorte de sas entre ce qu'il y a avant et ce qui va arriver. Et ça me permettait finalement de remettre un petit peu en contexte cette anecdote du Golden Records, enfin, dont on parle dans ce prologue. Enfin, il y a une émission radio qui explique qu'il y a un disque qui a été envoyé par la NASA à la fin des années 80 dans l'espace, et qui s'adresse à une toute civilisation extraterrestre qui trouverait, c'est comme une bouteille à la mer qui a été envoyée et sur ce disque, il y a le sacre du printemps. Sur ce disque, il y a ce que les patrons de la NASA, enfin, je sais qui a décidé ça, c'est des hommes visiblement, mais en tout cas, ont mis comme ce qui était le plus caractéristique des morceaux de l'humanité, enfin, ce qu'ils considéraient comme le plus caractéristique de l'humanité, et il se trouve qu'il y a le sacre du printemps. Et voilà, j'ai trouvé que. Je sais pas si cette version, je pense pas que cette version du sacre est caractéristique de nous aujourd'hui, de 2023, voilà, mais moi j'ai l'impression quand même qu'elle représente d'une certaine manière une forme de génération avec tous ses paradoxes aussi peut-être, avec tous ses doutes, et en tout cas c'est ce que j'ai eu envie de raconter, et je me demande si... Ouais, c'est pas un tableau de notre époque, mais quelque part il y a quelque chose qui peut-être qui résonne un petit peu avec l'ambition du Golden Records à l'époque, de créer une sorte d'empreinte sonore et intemporelle de nous. Alors nous c'est beaucoup plus temporel. Je pense que cette pièce dans 2 ans, 3 ans, il y aurait d'autres enjeux, il y aurait eu d'autres peut-être, voilà. Mais en tout cas, moi elle me parle aujourd'hui avec ce que j'ai eu envie de pouvoir mettre en lumière de notre civilisation occidentale, etc. Mais voilà, et puis ce prologue, c'est vrai, c'est une autre ambiance, mais j'ai fait le choix. Des fois, je pense qu'il y a des choix où il faut accepter. On l'a dit, mais c'est peut-être un peu long. C'est pas la première fois qu'on le dit. Mais je l'assume. Ouais. Je voulais aussi savoir sur ces danseurs, ils ont l'habitude de travailler ensemble, ou bien là ils viennent d'horizons très différents. C'est une troupe, non, c'est une troupe. Nous, malheureusement, on n'a pas les moyens d'engager une troupe à l'année, donc c'est vrai que c'est des danseurs qui ont d'autres activités à côté, qui sont tous et toutes professionnels. Ils sont toutes et tous suisses aussi. Au moment c'était il y a à peu près une année, au moment de passer on a quand même recruté du monde pour ça. On a reçu des candidatures d'un petit peu partout, mais on a privilégié les Suisses en fait, bêtement. Bon voilà, parce qu'il y a du terreau local qu'il faut valoriser, je trouve que c'était important. Parce qu'aussi il y a eu un petit peu ces restes de pandémie où les personnes de l'étranger c'était difficile de voyager, donc bon, si on pouvait s'épargner ce stress, c'était quand même plus simple. Et puis on a gardé, évidemment il y avait des personnes de l'étranger, on a dit on va déjà faire une première audition avec les Suisses et puis on verra ce qu'il en sort. Et effectivement, moi j'étais très content, on a trouvé 8 interprètes magnifiques qui viennent dans leur il y en a un qui vient de Saint-Gall, 2 qui finissent tout juste formation à Zurich, qui vient du Tessin, puis 2 de Lausanne, enfin Suisse romande en gros. Et puis il y a quand même 3 de Châteauroise. En gros, voilà. Donc
c'est un petit peu de la Suisse, mais quand même de par ici. Et c'est des gens qui, pour certains, se connaissaient. En fait, je pense que tout le monde connaissait une ou deux personnes dans l'équipe, parce que le monde de la danse est quand même relativement petit. Enfin voilà, ils vont faire des workshops à droite à gauche, donc ils s'étaient déjà vus. Mais moi, il n'y en a pas un ou une avec qui j'avais déjà travaillé de cette manière-là. Enfin, c'est-à-dire que j'avais fait danser personne. J'avais déjà travaillé avec un interprète sur un autre projet. On était les deux interprètes avec la Ribot en septembre à Chaux-de-Fonds. J'avais déjà travaillé avec deux interprètes pour une autre pièce, mais ça s'est fait après qu'ils aient été auditionnés pour cette pièce. Enfin bref, on ne se connaissait pas. Et en fait, si je le dis, c'est parce que vraiment, pour le coup, ça a été c'est pas toujours facile avec les groupes. C'est très beau de gérer un groupe, mais c'est pas toujours facile professionnellement, mais humainement aussi. La plupart du temps, ça se passe très bien. Mais là, il n'y a pas eu un élément pour moi qui a été problématique, et ça a été des interprètes qui ont été vraiment exemplaires du début à la fin, professionnellement et humainement. Et c'était une grande chance parce que c'est pas toujours dans les créations, j'ai l'impression qu'on a le luxe de mettre toute son énergie au service de la création et pas au service de la gestion d'une équipe. Sans même parler de la gestion de conflits, mais parfois vraiment juste de la gestion du personnel. Et je pense que voilà, ça fait partie du travail aussi de chorégraphe, de savoir mettre en valeur les gens et aussi de les confronter, de les mettre en confiance. Et je pense que ça faisait aussi partie de mon travail de créer une équipe qui s'entende et qui a envie de travailler ensemble, qui a envie d'être sur scène. Mais on n'a pas toujours toutes les cartes en main, ça dépend voilà, vraiment des gens. Et là, pour le coup, ça s'est très très bien vraiment passé. Et moi, j'ai l'impression que ça ressort sur scène. En tout cas, c'est toujours plus pour le spectacle, en tout cas, d'avoir une équipe qui est réellement soudée. Mais effectivement, c'est un pari parce que les gens ne se connaissaient pas dans la grande majorité avant, et moi, je ne les connaissais pas non plus. De vue ou voilà, mais on n'a jamais travaillé ensemble de cette manière-là. Donc voilà, globalement, tout le monde parlait français, ça aide. Un des interprètes suisse-allemand parle en anglais. On s'arrangeait, mais voilà, pour moi aussi c'est important d'avoir des gens qui parlent français, parce qu'au-delà des répétitions, bien sûr qu'on peut mener les corrections, les indications en anglais, mais c'est en fait tout ce qui est autour des répétitions, le repas de midi, en fait c'est toutes ces choses-là aussi où le groupe va prendre forme, où c'était important qu'ils puissent aussi échanger et échanger sincèrement. Alors voilà, mais ça s'est quand même malgré tout très bien passé, parce que c'est aussi une question de sensibilité, même si il y en a qui ne comprenaient pas toujours tout, mais voilà, au-delà du langage, je crois qu'ils ont vraiment construit une très belle proximité. Et au final, maintenant, c'est à eux. Maintenant, je suis plus tellement là-dedans. J'ai l'impression que c'est un peu comme c'est eux qui portent cette pièce, et le fait qu'ils soient soudés, c'est aussi un luxe pour moi, parce qu'il y a beaucoup de choses ou des indications que je peux donner, que je peux apporter, ou parfois ils ne comprennent pas tous exactement en même temps, mais en fait ils échangent aussi entre eux. Il y a presque quelque chose qui vit en fait au-delà de moi, j'ai l'impression, dans cette pièce, et c'est super de pouvoir leur déléguer ce travail presque, d'une certaine manière. Mais c'est pas toujours facile avec tous les groupes. Je trouve qu'il y a des moments où il faut être, j'ai l'impression qu'il faut être peut-être plus ferme, ou je sais pas, ou dès le début ou jusqu'à la fin, voilà. Mais là c'est voilà. Encore, ils font une tournée pendant un certain temps, puis après ils se dispersent. Ils ont envie de rester ensemble, ils ont fait ensemble. Je pense qu'ils verront là où ils ont des opportunités professionnelles. C'est vrai que c'est toujours un petit peu aléatoire avec la danse, où est-ce qu'on est engagé. Alors, certains des interprètes ont des cours, donc ça reste un peu chiant, parce que voilà, ils ont encore des cours où je crois pas qu'ils ont tellement d'autres jobs alimentaires, mais vraiment voilà, que ce soit dans l'enseignement de la danse. Et c'est toujours un petit peu le dilemme des danseurs et des danseuses. Est-ce qu'on veut se garder pleine possibilité d'aller tout à coup 2 mois en contrat à Londres, à Paris, à Berne ou n'importe où, mais ça veut dire qu'il y a des mois beaucoup plus creux, ou est-ce qu'on accepte des cours, mais ça veut dire qu'on a moins la possibilité de bouger, voilà, sachant que Neuchâtel, pour la danse, c'est comme un terreau qui est très restreint. C'est difficile de vivre de la danse à Neuchâtel en tant qu'interprète. Voilà, il n'y a pas suffisamment de compagnies, peut-être Paris, peut-être, mais même Genève-Lausanne, c'est pas facile. Donc il faut être, si vraiment ils veulent faire leur vie de ça, ça dépend un peu des contrats. Et puis entre deux, des fois il y a des périodes un peu plus creux, et puis ça s'équilibre au long de l'année en général. Mais là, on a passé 2 mois ensemble, voilà, à plein temps ici, et puis
lundi, certains retournent à droite à gauche, et puis voilà, et puis on se reverra si on a possible de reprendre la pièce, mais après c'est plus, voilà, c'est des périodes plus courtes, quoi. Donc voilà, il y en a qui enchaînent lundi déjà autre chose, et puis d'autres pas, ça dépend vraiment de chacun et chacune. Moi j'ai l'impression qu'ils auraient envie de danser ensemble, mais enfin en tout cas de se revoir. Après ça suffit pas à créer une compagnie à plein temps ensemble, quoi. Ouais. Malheureusement, ou heureusement, c'est aussi bien de faire plein de trucs, hein, d'aller voir ailleurs, mais j'ai l'impression qu'ils seront très contents de se revoir quand on aura l'occasion de la jouer sur le. Et puis certains travaillent avec les uns et les autres sur d'autres projets, comme je disais, ils se connaissent, enfin, tout le monde connaissait plus ou moins quand même une ou deux personnes en équipe, voilà, par le biais de la danse évidemment. Mais c'est pas facile de faire naître enfin, je sais pas si c'est aléatoire, et ça fait partie du spectacle, mais de faire naître une harmonie dans le groupe, et en même temps c'est très intense, on vit en 2 mois, enfin, on est tout le temps ensemble, enfin, quand même apporter ce projet qui tient à cœur, j'ai l'impression, aux uns et aux unes et aux autres. Donc c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de complicité, et puis voilà, et puis ça s'arrête. Enfin, et puis les gens reprennent leur vie, et puis voilà, font plein d'autres trucs qui sont super beaux, mais voilà, parfois on aurait envie que ça dure plus longtemps. Ouais. Mais c'est bon signe, tant mieux, si on veut que ça dure plus longtemps.